Aujourd'hui, on est avec le docteur Rodi Hiram, qui est docteur en physiologie. Il est également chercheur et professeur au département de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est également accrédité au département de pharmacologie et de physiologie. Alors, il y a beaucoup de J. Est-ce que docteur Rodi peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, donc c'est une très bonne présentation, très juste. Alors en fait, oui, lors de mon parcours, ben, j'ai eu différentes spécialisations et cette terminologie un peu vient qualifier, si on veut, les domaines d'expertise dans lesquels j'évolue. Donc oui, effectivement, j'ai fait une bonne partie en physiologie. La physiologie, en fait, c'est un domaine qui englobe tous les aspects au niveau de la santé, de la médecine, si tu veux. Et donc, si vous regardez bien, par exemple, le prix Nobel, pardon, de médecine s'appelle le vrai nom, c'est le prix Nobel en médecine et physiologie. Donc, c'est un domaine assez large qui permet d'étudier les systèmes et dans notre jargon, dans les systèmes, le cerveau, le cœur, les yeux, les poumons, le foie, etc. Tout ça, ce sont des systèmes et donc j'ai acquis une expertise pour la compréhension du fonctionnement de des systèmes en général. Donc, on appelle ça la physiologie. En gros, je suis au département de médecine, effectivement. C'est là où j'ai eu c'est eux qui m'ont embauché comme professeur. Et par la suite, j'ai eu des accréditations, donc c'est-à-dire que d'autres départements de la faculté m'invitent à collaborer comme professeur en leur sein, donc le département de pharmacologie, parce que j'ai aussi des connaissances en pharmacologie. Donc, dans pharmacologie, ben, on entend la racine pharmacie, donc tout ce qui est le fonctionnement des molécules, des médicaments, les concentrations, les choses comme ça, pour qu'elles aient un effet bénéfique sur la santé. Et j'ai aussi une autre accréditation au département de sciences biomédicales. Donc là aussi, c'est un domaine qui englobe tout ce qui va aider les étudiants à comprendre au niveau vraiment très fondamental de l'aspect de la compréhension des maladies et des solutions, en fait, qu'on trouve. Donc, quand je dis fondamental, c'est vraiment en termes de cellules, molécules, qu'est-ce qui se passe, quels dérèglements du moins surviennent pour faire une maladie et comment trouver des solutions. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez large, mais c'est aussi très passionnant et en fait tout se regroupe finalement. Tous ces domaines-là ont des points communs qui font que finalement on s'y perd pas trop à la fin. D'accord. C'est assez impressionnant, hein. Franchement. Merci. Bah, c'est vrai. Heureusement qu'il y a des gens comme Rodi qui le font. Il faut être courageux, il faut être consciencieux. Oui. D'accord. Bah alors, Darren, on a tous entendu parler de cette petite phrase qui est laquelle? Fumais-tu? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors, Darren, si tu peux te rapprocher peut-être du micro, on t'entend très bas. Mais effectivement, je reprends la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc, Darren me disait, fumais-tu? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et la question est très bien choisie parce que lorsque j'ai fait mon doctorat donc à l'Université de Sherbrooke, j'ai travaillé au quotidien avec des gens qui venaient qui avaient du moins à cause de leur consommation en cigarette, le cancer du poumon. Donc, quand on dit fumais-tu, c'est parce que justement, on a des preuves concordantes, des preuves robustes que la consommation, que ce soit de cigarettes ou d'autres substances via la fumée, en fait, est néfaste pour les poumons. Et ça crée au niveau local, donc directement sur le poumon, des anomalies, mais aussi sur tout votre organisme. Par la suite, ça a des répercussions. Et un des premiers endroits où ça a des répercussions, c'est votre cœur, parce que le poumon et le cœur sont directement connectés l'un à l'autre. Hein? Donc, c'est grâce au cœur que le poumon reçoit du sang pour s'irriguer et c'est le poumon qui transmet ensuite à tout votre organisme du sang oxygéné. Donc,
le poumon a un rôle très important et une fois qu'il est endommagé, du moins par la consommation de fumée, ben, ça a des conséquences directement sur le cœur, mais aussi sur le reste de l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on dit fumer tue, parce que, en fait, le poumon n'est pas fait pour recevoir de manière permanente de la fumée. Et autant la cigarette que les autres substances, et même le vapeau, hein, même le vapotage, c'est une forme de fumée. Parce que vous avez vu beaucoup de gens, le petit vapeau, là, ça sent Ça a l'air d'être un vanille, truc, fraise. c'est du goudron en plus, j'ai cru comprendre. Donc, dans les cigarettes, effectivement, alors il y a plusieurs substances chimiques. Donc, les cigarettes qu'on commercialise là, il y a plusieurs substances chimiques. Il y a la substance addictive qui est la nicotine, c'est ce qui fait que les gens veulent refumer. Mais il y a tout le reste des molécules qui constituent la cigarette lorsque vous allez brûler votre cigarette, notamment une des molécules qui constitue le goudron. Et c'est vraiment du goudron parce que quand on prend le poumon de quelqu'un qui a fumé, on se rend compte que, ben, on le disséquant, mais on se rend compte que effectivement, l'intérieur est tout noirâtre avec et ces parties-là sont dures. C'est pas des parties molles, c'est des parties dures. Alors que le poumon, c'est un organe mou comme une éponge qui est capable de se gonfler. Et lorsqu'on touche ces substances, ces particules-là, elles sont vraiment visibles, hein, noirâtres, elles sont dures et donc voilà, c'est très néfaste pour la santé. Et ça encrasse, c'est vraiment le terme, ça encrasse vos poumons. Ouais. D'accord. Alors, du coup, comment ça se fait que tu aies choisi, comment t'en es arrivé là, en fait? Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, donc c'est vrai que depuis l'enfance, ben, j'étais toujours intéressé par les études, par apprendre. Et c'était un peu un défi que je me donnais. J'avais beaucoup l'aspect, comment dire, l'esprit compétitif. Donc, j'aimais apprendre et apprendre plus et essayer d'être le meilleur. Et, et un truc important que j'aimerais dire, sans pour cela être dans le cliché, comment on dit ça, ringard, un télo, machin. J'étais toujours très dans mon style, comment dire, curieux. Enfin, dans mon temps, là, j'aimais m'habiller bien dans le style de l'époque, tout ça, mais tout en Ouais, apprenant, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça d'accord. aussi, c'est un truc pour vous, les plus jeunes. Vous pouvez apprendre tout en étant cool, tout en étant cool. Ouais, ouais, t'étais cool. Du coup, t'étais pas un intello ringard dans Voilà, un je n'étais coin. pas T'étais le tout règne. stylé, tout stylé, mais la tête dans les études. Voilà, exactement, exactement. Et, et justement, ça me permettait d'avoir une vision assez large du monde. Et en fait, j'ai autant les professeurs que même à la famille, j'ai eu des petites choses comme ça qui m'ont inspiré en fait à prendre ce chemin-là. Donc, quand j'étais en CM2, par exemple, un professeur qui me disait, oh, toi, tu devrais être docteur, hein, quel que soit le domaine, tu devrais être docteur. Donc, ça a comme planté la graine dans mon esprit. Ah, il y a un endroit où je pourrais exprimer à fond mon désir de connaissance et transmettre mes connaissances, qui est le fait de faire un doctorat. Ensuite, ma grand-mère, en fait, je passais beaucoup de temps avec elle. Elle a une boutique, elle a une petite boutique. Et quand j'étais petit, c'est avec elle que j'ai appris à compter, par exemple, parce qu'elle comptait pour mettre la monnaie aux gens et tout. Donc, depuis l'âge de 5, en fait, j'ai appris à compter avant même de bien lire, si tu veux. Parce que D'accord. j'allais dans sa boutique, elle faisait addition, soustraction, je faisais ça. Et donc, elle me disait, tu sais, j'ai la boutique, mais j'ai toujours voulu être infirmière, tu vois. Et je me souviens, elle est vivante toujours, elle a les mains très, très douces. Et qu'elle nous soignait, tu sens qu'elle aimait ça, tu vois. Et donc, ça m'a toujours, c'est resté dans ma tête de contribuer à aider les autres par mes connaissances. Et donc, parce que ma grand-mère, elle a perdu ses parents très jeunes et donc elle a été obligée de travailler, mais par la force des choses, elle a fait un commerce qui marche. Elle a ouvert sa boutique, elle a élevé ses enfants, elle a construit une grande maison, mais elle avait quand même ce petit regret de ne pas avoir été dans ce domaine-là. Et donc, c'est resté cette idée que peut-être en allant dans ce domaine-là, je vais m'épanouir et puis
c'est resté. Et puis, j'ai fait des études en santé jusqu'à venir au Canada et donc maintenant pouvoir contribuer donc à améliorer le bien-être des autres. Ouais. D'accord. Darren, tu avais une question? Oui, j'avais une autre question, c'était est-ce que les gens qui créent les cigarettes, ils ont le droit d'en vendre et d'en payer? Du coup, ceux qui ont donné l'autorisation, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais pourquoi ils l'auront dit? Ils savaient que ça pouvait faire des dégâts. Oui, c'est une excellente question. Et donc, juste avant de te donner la réponse, je vais te donner une anecdote. En 2014, j'étais dans un congrès. Donc, en 2014, j'étais en plein dans le processus de mon doctorat parce que j'ai fini mon doctorat en 2016. En 2014, donc, il y a eu un congrès à Montréal. C'était un congrès sur la santé respiratoire. Il y avait tous les professionnels qui travaillent sur la santé respiratoire. Et à ce congrès-là, il disait déjà que le Vapo, parce que le Vapo, si vous regardez bien, ça fait pas longtemps que c'est commercialisé, que ça en vente partout. Je pense que ça a dû commencer peut-être 2009 comme ça, peut-être 2010, peut-être même plus tard. Peut-être que j'exagère même en disant 2010, peut-être même autour de 2012. Mais déjà en 2014, ils savaient déjà que c'était néfaste. Mais nulle part à la télé, tu entendais qu'on disait que c'était néfaste. Tu comprends? Mais en 2014, pour les professionnels, ils nous disaient déjà, oh, c'est néfaste, ça ne réduit pas le risque de cancer, ça réduit peut-être un peu la dépendance à la nicotine, mais au geste de fumer, non, ça ne réduit pas. Et donc, pour répondre à ta question, les gens savent très bien que c'est néfaste. Ils continuent à le vendre parce que malheureusement, on est dans un système commercial. Oui, c'est le geste, c'est l'argent. Tout ce qui est addictif rapporte, si tu veux. Donc, tant que ça ne fait pas un effet direct, parce que c'est un effet, si tu veux, fumer tue, mais de manière indirecte, c'est-à-dire fumer te tue à long terme, lentement. Si c'était quelque chose où tu le prends et tout de suite, ça te tue, il aurait interdit parce que tu aurais pu porter plainte et dire que c'est de leur faute. Mais là, comme c'est à long terme, le jour où tu auras le cancer, ce sera difficile de dire que c'est qu'à cause de ça. Il va te dire, ah, peut-être tu vivais près d'une usine, peut-être que, je ne sais pas moi, tu habitais près d'un endroit où il y avait beaucoup de fumée, par exemple, je ne sais pas moi, si tu habites juste en face d'une station de bus et que tu reçois tous les jours la fumée, comme de tous les bus. Mettons, tu habites un endroit où il y a un arrêt de bus ou une usine. Pas un arrêt de bus, je veux dire un dépôt de tous les bus. Tu vois? Ouais. Donc, si tu portes plainte contre la compagnie de cigarettes, il va te dire, oh, ben, c'est à cause de là où tu habites. Donc, comme ils savent que ça prend du temps pour te détruire, c'est pour ça qu'ils l'autorisent. Mais ils comptent, par exemple, l'alcool. On sait tous les effets néfastes, mais ils le vendent quand même, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, les voitures aussi, on sait que les voitures, si tu vas trop vite, tu fais un accident. Et ils savent très bien que, par exemple, au-dessus de 180, 200 km/h, c'est dangereux. Mais pourtant, si tu prends le compteur de ta voiture, tu vas voir, la flèche va 280, 240, 260. Donc, ils peuvent très bien bloquer la voiture à 100, mais ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a des effets. C'est vendeur, si tu veux. Il y a des gens qui se passionnent pour les voitures où le compteur affiche 300. Même s'il ne va jamais faire 300, ils savent qu'ils vont vendre plus cette voiture-là si ça affiche 300 que si ça affiche 100, tu vois. Donc, il y a malheureusement dans ce monde le pouvoir de l'argent. Et c'est juste ça qui fait que les gens continuent. Et ça, nous, on ne peut pas le contrôler. Et, à part si demain, ben, je vais dans le milieu politique et que j'impose des choses, ça se peut-être, on va voir. Faire une petite parenthèse, Rodi, en fait, moi, j'ai jamais fumé de ma vie, ça m'a jamais intéressé. Toi non plus, ça t'intéressera jamais. À l'époque, je me souviens qu'on avait l'impression, il y avait une espèce de marketing, on avait l'impression que tout ce qui était, je sais pas, ils disaient Vapo, que c'était limite une alternative à la cigarette. Voilà. Et que
c'était mieux à la limite de faire ça, la cigarette électronique, que la vraie cigarette. Tu as raison, c'est comme ça qu'ils ont commencé à le publiciser dans les années, je pense, 2010-2012. Ils faisaient la publicité, prenez ça, c'est mieux et tout. Mais en fait, quand ils ont fait les analyses en termes d'incidence du cancer, ils se sont rendus compte que les gens qui vapotent ont autant de risques de cancer, sinon parfois plus, que ceux qui prennent la cigarette. Parce que c'est tout simplement le poumon, il n'est pas fait pour ça, pour recevoir de la fumée. Il n'est pas fait pour ça. Même, il disait, parce que en fait, les gens qui prennent la cigarette, c'est pas la molécule addictive, c'est la nicotine. Donc, comme dans le vapeau, il n'y avait pas de nicotine, donc ils se disaient, ils vont annuler l'addiction. Donc, c'est vrai, ils annulaient l'addiction, donc les gens n'étaient pas attirés par la cigarette pour la nicotine, mais par contre, le risque n'était pas annulé, le risque de cancer du poumon n'était pas annulé parce que c'était une forme de fumée que tu mettais en contact avec ton poumon. D'accord. Ouais. Alors, Darren. Tu as un doctorat, c'est combien d'années d'études après le bac? Oui, alors, très bonne question. Alors, pour répondre à la question, je vais utiliser l'aspect large du doctorat. Comme ça, tout le monde va comprendre, quel que soit le domaine d'expertise qu'il veut atteindre. Donc, globalement, après le bac, il faut compter environ 9 années pour avoir un doctorat. Dans les parcours les plus communs, on a comme 3 ans après le bac qui sont sanctionnés par le niveau qu'on appelle licence. À un moment, il y avait le 2 ans était sanctionné par un niveau DUG. Et et maintenant, ils ont comme gratifié, si tu veux, le DUG en ajoutant une année pour avoir la licence. Ensuite, ça, c'est valable pour tous les domaines en général, comme ça, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui n'est pas dans le domaine de la santé. Pour le domaine de la santé, il y a quelques différences, hein, mais j'utilise ce tronc commun juste pour que tout le monde ait un repère, qu'ils aiment l'histoire, qu'ils aiment la philo, qu'ils aiment les maths, qu'ils aiment la science, etc. Il va se retrouver. Donc, 3 ans après le bac, licence, 2 ans plus tard, master ou maîtrise. Donc, ça fait 5. Et après, le doc, c'est généralement 4 ou 5 ans après. Donc, ici, en Amérique du Nord. En France, beaucoup de gens font le doc 3 ans après le master, donc ça fait 8 ans. Donc, il faut compter 8 à 10 ans en moyenne après le bac pour avoir ton doctorat. Et après, dans mon cas, donc c'est pour ça que je dis que chaque domaine a sa spécificité. Dans beaucoup de domaines, après le doctorat, c'est bon. Les gens ont dans mon domaine, il y a des expertises que tu peux faire. Et donc, dans mon cas, j'ai fait une expertisation dans le domaine de la cardiologie. Et donc, c'est pour ça que je travaille sur les arythmies, etc. Et ça m'a pris 5 ans de plus. donc, Rodi, voilà. Tu as fait donc à peu près 9 ans, 9-10 ans. Voilà, plus 5. Oui. Ça fait 5 ans de plus. Voilà. D'accord. Et après, tu as continué avec une spécialisation, c'est ça? Voilà. Alors, j'ai fait le doctorat. Oui. Et après, j'ai fait les 5 ans de spécialisation à Montréal. Voilà. Wow. Et tu l'as fait directement après? Et après, oui. Donc, après les 5 ans, là, j'ai eu une offre à l'Université de Montréal pour commencer mon propre laboratoire, en fait, et aussi faire mon rôle de professeur à l'université, donc à la faculté de médecine. Donc, par chronologie, c'est la faculté de médecine pour avoir le titre de professeur et le laboratoire. Donc, maintenant, alors, je vous parle là, j'ai mon laboratoire ici à l'Institut de cardiologie de Montréal avec des étudiants, des assistants de recherche qui travaillent sous ma direction, si tu veux. D'accord, mais Rodi, bon, quand on te regarde comme ça, on voit que tu as le visage frais, tu n'es pas très vieux. Parce qu'on imagine souvent les professeurs avec leurs blouses blanches et leurs cheveux blancs aussi, oui, oui. La plupart du temps. Donc, du coup, c'est le fait que je pense que tu dois être un très grand bosseur qui font qu'à assez jeune, tu as eu ce titre de professeur. Je pense que ce n'est pas quelque chose de très commun, ça. Exactement, tu as raison. Le titre ne vient pas instinctivement comme ça.
après le parcours que j'ai fait. Souvent, il y a un cheminement à avoir et des critères à respecter pour prétendre à ce titre-là, et notamment la productivité scientifique en recherche. Donc, c'est pour ça que l'aspect de la recherche de chercheurs dans mon domaine est très important, c'est-à-dire que pendant la préparation de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de faire des travaux de recherche justement sur les gens malades du poumon. Ça m'a permis de faire des articles de recherche. Donc, c'est des petites découvertes, si tu veux, des petites. Elles ne sont pas forcément des grosses découvertes, mais ça peut être des petites découvertes sur le fonctionnement de telles molécules, sur le fonctionnement des artères pulmonaires, des bronches. Donc, ça m'a permis de publier des articles que la communauté scientifique donc, a jugé valables et significatives pour la connaissance. Et donc, pendant mon doctorat, j'ai fait ça 5 fois. Donc, j'ai publié au moins 5 articles. Ensuite, pendant le post-doc, donc là où je travaille plus sur le cœur, j'ai à nouveau publié. On a découvert des choses sur les gens qui font l'hypertension pulmonaire. On a découvert qu'ils sont à fort risque de faire les arythmies cardiaques et on a démontré quel aspect de leur cœur est touché pour provoquer ces arythmies-là au niveau de la fibrose. On a vu certaines molécules qu'on a identifiées impliquées. Et donc, ça aussi, ça m'a permis de publier. Et c'est l'ensemble de ce travail-là, de publication et aussi de communication, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des petites découvertes comme ça, ben, soit j'étais invité aux États-Unis pour présenter mes résultats, ou au Canada même, etc. Tout ça mis ensemble m'a donné la crédibilité pour prétendre au titre de professeur. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est arrivé jeune, mais disons qu'il y avait le travail en amont. Et tu as raison, parfois, ben, d'autres vont l'atteindre plus tard parce qu'il faut démontrer cette capacité de publier, de communiquer. Et donc, d'autres, ça va leur prendre un peu plus de temps pour le faire. Et c'est quand ils auront tout ça qu'ils pourront avoir, prétendre au poste, au titre, du moins. D'accord. Donc, du coup, en gros, si j'ai bien compris, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est juste le terme arythmie cardiaque. Je ne vais pas faire style, je connais. Oui, oui. Tu peux juste nous expliquer ça veut dire quoi? Oui, alors, Problème cardiaque? oui, alors, lorsque le cœur, en fait, il bat à son rythme normal, donc, en fait, ton cœur, il est séparé en 4 chambres. Il y a les oreillettes en haut et les ventricules en bas. Et quand les oreillettes se contractent, et ensuite, c'est les ventricules qui se contractent. C'est bon? Et donc, ça fait ça dans un rythme très coordonné qui fait ton battement cardiaque. Poum, 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 comme ça. Et parfois, le rythme, il y a des maladies qui font qu'on perd le rythme. Soit le rythme devient trop lent, tac, tac, tac. Là, on parle de bradycardie, ou soit le rythme devient trop rapide. Là, on parle de tachycardie. Mettons que tu cours ou que tu as peur, ton cœur se met à battre vite. Boum, 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 tachycardie. Maintenant, il y a le fait que tu bats vite, mais dans le rythme. Donc là, il n'y a pas de panique. Ça veut dire, mettons, tu as couru vite, ton cœur bat plus vite, mais il bat en rythme quand même. Il bat de manière régulière. Tu vois? Mais s'il se met à battre trop vite de manière irrégulière, donc au lieu d'être pam, 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 il fait tac, 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 là, il y a un souci. Et c'est là qu'on parle arythmie parce qu'il sort du rythme. Il sort du rythme, voilà. Donc, et ça, c'est la forme la plus commune des anomalies du rythme. Et ça cause des problèmes parce que qui dit battement anormal dit que que le sang se propage moins bien. Et c'est un des premiers risques, c'est les risques d'AVC, parce que le fait que ton sang se propage moins bien, il y a des zones où il peut rester latent. Donc, comme je disais, c'est 4 chambres, le cœur. Le but, c'est de vider. À chaque fois qu'il se contracte, son but, c'est de vider pour avoir d'autres sangs et donc d'envoyer. Donc, si ça se contracte mal, tu as des zones où le sang est resté reposé latent, ça coagule, ça fait des caillots. Et si ce caillot-là se propage, hop, il peut être propulsé dans ton cerveau, AVC. Et donc, voilà. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est très important de comprendre pourquoi les gens font des arythmies et comment faire en sorte qu'ils n'en fassent plus. Et
une des conséquences de la cigarette, des problèmes pulmonaires, c'est aussi ça, c'est que le cœur fait de l'arythmie. Les problèmes d'obésité aussi, les gens qui font de l'obésité, les gens qui font de l'hypertension aussi sont à risque des arythmies. Donc, il y a beaucoup de pathologies comme ça qui mettent à risque de faire des arythmies. Donc, c'est un problème majeur et sur lequel on se penche dans nos travaux de recherche. C'est pour ça que la recherche, c'est primordial pour comprendre les mécanismes des pathologies comme notre cas et pour proposer de nouvelles solutions et aider les patients par la suite. C'est vraiment, ouais, je pense que pour un chercheur, ça doit être vraiment passionnant parce qu'il y a Oui, toujours un angle à étudier, etc. exact. Donc, ouais, je peux comprendre que Exact. si tu as eu l'intelligence, Nicolas, c'est vrai que je comprends les 5 années de plus. C'est pas, ouais, c'est passionnant. Donc, du coup, je pense que c'est Oui, pas difficile pour toi, tout ça. oui, 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 on se plonge dedans et puis j'assure, Ouais. quand on fait d'un domaine sa passion, mais finalement, c'est pas douloureux de passer du temps dedans. Finalement, on aime ça. Et surtout, on voit pourquoi on le fait. Quand c'est pourquoi on le fait, qu'on voit que ça peut aider les autres, ben, finalement, on se passionne dessus. C'est juste que c'est long. Comme tout le monde sait, la recherche, c'est un domaine qui prend parfois du temps. Il y a des découvertes qu'on a fait maintenant, mais que les patients pourront bénéficier seulement dans 5 à 10 ans. Mais tôt ou tard, ils vont bénéficier. Ça au moins, c'est sûr. Ouais. Et, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, quelque chose qui soit similaire à l'effet de la cigarette, mais sur les animaux? Sur les? Animaux. Oui, ben, ça c'est un bon point, c'est-à-dire que nous, pour nos recherches, on utilise aussi des modèles. Donc, on utilise l'humain, comme je disais, pendant mon doctorat, les gens qui venaient avec le cancer du poumon, on savait qu'ils allaient avoir leur poumon enlevé. Donc, on leur demandait, au lieu de jeter le poumon, on demandait le morceau de poumon qui était prévu d'être enlevé. Donc là, c'est vraiment l'humain impliqué. Mais on a aussi des modèles animaux pour nous aider à mieux comprendre les maladies. Donc, parmi les modèles animaux, donc, l'un des plus communs, ben, c'est la souris ou le rat, où on peut induire la maladie chez eux pour comprendre ce qui se passe, parce que je te dis, tu serais étonné de voir le cœur et le poumon de rongeur ou de rat, c'est pareil que l'humain. C'est exactement la même anatomie, tout est placé au même endroit, à peu de choses près. Vraiment, il y a des petits détails. Quand je dis exactement, c'est sûr, il y a des détails dont la taille, bien sûr, c'est beaucoup plus petit, qui font que c'est pas exactement pareil, mais franchement, c'est quasiment on voit que c'est fait dans quasiment le même moule, si tu veux. Donc, pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc, euh, le, donc, oui, on utilise ces modèles-là. Donc, il y a un modèle, par exemple, d'asthme. On peut induire, quand on étudie l'asthme, par exemple, on peut provoquer chez les animaux quelque chose qui ressemble à l'asthme. Ça s'appelle le domaine, ça s'appelle la chambre à induction par ovalbumine. Donc, tu fais l'animal inhaler avec un masque, tu le fais inhaler de l'ovalbumine et au bout d'un moment, il développe un problème bronchique, comme pour l'asthme. Pour la cigarette, ben pareil, tu peux faire l'animal inhaler de la fumée pendant quelques temps et comme ça, tu peux étudier l'impact de la fumée sur les animaux. Mais il y a d'autres modèles, par exemple l'hypertension, il y a des gens qui utilisent sur l'agneau, qui étudient sur l'agneau ou sur le cheval. Parce qu'il y a certaines pathologies que nous, les humains, on développe et que certains animaux, on sait qu'ils ont ça aussi on a découvert que certains animaux l'ont ou bien sont plus propices à l'avoir. Donc, grâce aux modèles animaux, ça nous permet beaucoup d'augmenter nos connaissances. Par exemple, les chiens, quand on étudie le cœur, on prend beaucoup le cœur de chien parce que c'est à peu près la même taille que le cœur d'un humain, par exemple. Ouais. Et comment tu as financé tes études? Comment? Ah oui, donc le financement. Donc, donc pour les études, je vais dire sous-universitaires, donc tout ce qui est primaire, collège, lycée, ben, moi, j'ai été élevé par ma mère, donc c'est ma mère qui s'occupait de nous.
Donc, j'étais seul avec mon frère et ma soeur, avec ma mère. Donc, c'est elle qui finançait. Ensuite, à l'université, j'ai eu des bourses. Donc, il existe des bourses qui permettent de financer une partie. Mais ma mère m'aidait aussi au début. Donc, les bourses comme le Crous, les choses comme ça, je ne sais pas si ça existe toujours en France, le Crous. Oui. Ouais. Donc, ça. Ensuite, j'ai eu des bourses aussi par concours. Donc, c'est des bourses où par rapport à tes notes et le programme que tu veux faire, on te donne des sommes qui t'aident à financer. Donc, par exemple, moi, quand je suis venu au Canada en 2012, là, ma mère, elle me donnait plus un centime, elle n'avait plus besoin. Je subvenais à toutes mes affaires moi-même grâce aux bourses que je gagnais. Donc, par exemple, j'avais gagné une bourse à 21 000 dollars par an. J'avais gagné une autre bourse à 25 000 dollars par an. Au Canada, c'est des grosses bourses. En France, ce n'est pas comme ça. Je sais, ce n'est pas comme ça. Et donc, c'est des bourses, ce n'est pas des bourses forcément que tu as droit, mais c'est des bourses que tu peux aller chercher et gagner. Donc, et après, bien sûr, il y a quand tu fais comme moi la recherche, ben, soit l'université ou l'hôpital où tu es te finance aussi pour faire pendant ces études-là. Donc, et un truc aussi, c'est que je faisais la musique, donc beaucoup de gens savent ça. Donc, quand j'étais en France, je faisais la musique et j'avais réussi à quand même, parce que j'économisais, donc j'avais quand même économisé beaucoup. En France, j'ai fait la musique de 2006 à 2012. Et bon, par rapport au concert, et en fait, je ne réclamais pas vraiment d'argent aux gens, mais le fait que je ne demande pas, ils me donnaient, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est cette générosité-là, c'est pour ça que je dis parfois, c'est bien d'être généreux, parce que les gens sont plus sympathiques que quand tu leur imposes quelque chose, des fois. Donc, euh, comme c'était dans un domaine plus spirit, les gens voyaient le bien que ça faisait. Donc, en comptant ça, plus des albums. Donc, ça, c'est mon loisir, hein, la musique, si tu veux. Mais comme je faisais ça, donc j'avais accumulé quelque chose comme au moins 30 000 que j'ai gardé pour financer mes études, 30 000 euros. Donc, ça a financé mes études et ça a permis que ma mère s'occupe de mon petit frère, ma petite soeur, quoi. Ouais. D'accord. Donc, du coup, bah, pour continuer sur sur la question qu'a posée Darren du financement des études, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui décide de se lancer dans des longues études, par rapport à ce que tu as fait, toi, par rapport à ton emploi du temps, concrètement, d'une journée, si tu n'avais pas eu, si une personne n'a pas accès à une bourse, par exemple, essaye d'obtenir une bourse mais qu'il ne l'est pas, est-ce que c'est possible dans l'emploi du temps d'un étudiant qui est à la poursuite de son doctorat, ben, de travailler un petit peu à gauche, à droite, chez Oui, Starbucks, ou très faire bonne des question. etc. Oui. Alors, oui, il y a du temps. D'ailleurs, et ça, c'est un bon point, c'est-à-dire que l'emploi du temps te permet, enfin, théoriquement, hein, théoriquement, Oui. on sait que les étudiants ont par semaine quelque chose comme 12,5 à 20 heures qu'ils sont capables d'aller mettre dans du travail de nuit ou à côté pour consolider leur rémunération. Donc oui, si un étudiant, dans mon domaine en tout cas, veut ajouter du temps de travail, de nuit ou autre, il peut le faire. Je pense que 20 heures max par semaine, c'est ce qu'il pourrait fournir parce que vu le travail qu'il y a à faire à côté, en dehors des heures normales, je pense au-delà de 20 heures, c'est impensable parce qu'il faut se consacrer aussi à réviser, à se reposer. C'est super important, ne pas négliger le repos. Donc, j'aurais dit 18 heures, 20 heures max en dehors des cours. Oui, quelqu'un peut aller chercher. Dans un pays comme le Canada, c'est assez facile de trouver. Je ne sais pas comment la France a changé, mais généralement, dans la restauration rapide, dans les grandes surfaces, les jeunes, c'est plus souvent là où on les voit. Et parce que c'est des domaines qui embauchent beaucoup et où il y a beaucoup de besoin de main-d'œuvre et qui permet un salaire minimum raisonnable pour combler si un étudiant veut financer ses études à côté. Ouais.
D'accord. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez faire des longues études, il ne faut pas vous mettre de frein. C'est de la Oui, volonté, du travail. Il n'y a absolument aucun secret par rapport à ça. Et il oui, faut surtout pas se dire, bon, bah, moi, je viens pas d'un milieu social super développé, élevé, où j'ai pas vraiment de contact. On est quand même dans un grand pays en France. On a moyen d'aller au Canada où c'est francophone, comme l'a fait Rodi, parce qu'il faut savoir que Rodi, à la base, il est né en Guadeloupe. Il est venu en France vers ses 18 ans, c'est ça à peu près? oui, exact. Faire ses études à Bordeaux dans un premier temps. Oui, Et puis ensuite, pour avoir discuté avec Rodi, c'est quelqu'un vraiment de studieux qui bosse, un bosseur clairement. Et ça a été remarqué par un de ses professeurs qui lui a donc offert l'opportunité de faire un stage soit aux États-Unis, soit au Canada. Et par ce qui devait être fait, Rodi est arrivé au Canada où du coup, il a pu dérouler et arriver à ce stade où il est aujourd'hui. Donc, exact, c'est vraiment très important de ne jamais se limiter. exact. Wavemaker, c'est vraiment pour ça qu'on le fait. C'est pour que vous ayez des grands rêves. Oui, Il n'y a rien qui est impossible, rien n'est facile, easy comme ça, non. Mais en exact. tout cas, il y a moyen. Rodi, ici, c'est quelqu'un qui a ouvert le chemin parce que, Oui, euh, voilà, il est sorti de Guadeloupe, arrivé en France, atterri au Canada. oui, Sa maman l'a élevé seul avec ses frères et sœurs. Et il oui. a fait quelque chose de juste extraordinaire avec Mhm. la volonté, le travail, le désir voilà, de pas se contenter du minimum, de pas se contenter du Exactement. minimum, de faire Exact. toujours plus. Est-ce que Rodi, tu pourrais nous donner à un jeune, peut-être de l'âge de Darren ou quelqu'un qui est en plein dans ses études, un ou plusieurs conseils du coup? Oui. Alors, un conseil principal, c'est de toujours rester déterminé, motivé. C'est-à-dire que il y a toujours. Alors, je vais vous dire un truc que j'ai vu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des gens, ils sont dans ta classe ou dans ton domaine, ils te disent, oh, j'aime pas faire ça ou j'aime pas ça, mais ils sont là. Pourquoi ils lâchent pas? Tu comprends? Vous aurez tout le temps des gens pour vous décourager, mais qui restent toujours comme par hasard dans le domaine. C'est parce que eux, ils savent que vous êtes quelqu'un de potentiellement fort qui va peut-être lui faire de l'ombre et il veut vous dégager, vous décourager pour mieux ouvrir la voie. Vous allez tout le temps, à chaque étape, entendre des gens qui sont dans votre domaine, qui sont à côté de vous, qui sont dans la même classe, ou oh, c'est trop difficile, oh, ça paye pas, ça sert à rien de rester dans ça. Je connais quelqu'un qui n'a pas fait ça, mais qui est mieux. Mais pourtant, lui, il n'abandonne pas, il reste là, lui. Mais il te dit ça en espérant que tu. Donc, ne vous occupez pas des personnes un peu boulées comme ça, qui découragent, qui sont lourds. Restez déterminés et gardez votre vision. Il n'y a rien qui se fait facilement, qui dure longtemps. Donc, si c'est trop facile, donc Ouais, apprécier cette difficulté de, même si c'est les études ou même, par exemple, je suis venu au Canada, mais pour se maintenir ici, pour faire, c'est des documents, des paperasses. La plupart des gens abandonnent cette paperasse parce qu'il y en a tellement. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens vous disent qu'ils ont été au Canada en vacances, ils aiment ou ils veulent venir, mais finalement, ils ne viennent pas parce qu'il y a beaucoup de paperasse, en fait. Donc, je prends cet exemple, mais quel que soit là où vous allez aller, ben, la, votre domaine ou ce que vous voulez faire, ne pas voir les difficultés comme quelque chose qui va vous empêcher. Au contraire, il faut dire, ah, ben ça, c'est un défi que je dois relever. Si telle personne l'a fait, ben moi, je vais le faire. Et si personne l'a fait, ben je serai le premier à l'avoir fait. Voilà. Et ça, c'est le premier, donc la détermination. La deuxième chose, c'est toujours avoir un plan B ou C. Donc, il faut que tout le temps, vous ayez votre objectif principal et peut-être un ou deux autres objectifs que vous savez que vous ne serez jamais déçu si le premier n'a pas marché et que vous allez dans les deux autres options, que vous serez quand même satisfait et épanoui dans la vie avec les deux autres options. Parce que ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a deux choses. C'est que des fois, des gens veulent atteindre un objectif, n'ont pas atteint, et donc, soit ils dépriment ou parce qu'ils avaient que ça en tête, ou tout simplement d'autres qui ont été à l'objectif et finalement, ils ne se sentent pas eux-mêmes bien dans cet objectif qui était pourtant leur rêve, hein, et donc ils changent de domaine.
Donc, si dès le départ, tu te mets toi-même dans la tête que tu as 1, 2 ou 3 domaines que tu aimerais faire, mais là, tu ne seras jamais déçu parce que tu vas aller dans celui-là, ça va te plaire, ou bien on ne va pas t'embaucher, ou bien whatever, et tu vas switcher, tu vas aller vers la deuxième option. Et si la deuxième option n'a pas marché, mais au moins tu as une troisième option. Mais le cas où tous les trois n'ont pas marché, franchement, c'est très rare, quoi. Il y a forcément un des trois qui vont marcher. Et puis moi, je dis trois, mais il y a des téméraires qui vont te dire, mais pourquoi pas 5 options? Mais il faut être réaliste. Le temps de ta vie d'acquérir les connaissances dans un domaine, je pense, des connaissances qui vont te permettre d'être efficace dans un domaine, je pense, 3 options, c'est très raisonnable. Et c'est pour ça que vous voyez que la France, maintenant, tous les sportifs de haut niveau, ils leur imposent de prendre des cours parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas réussi en tant que sportif, et en fait, les gens que vous voyez dans l'équipe de France, de football, d'athlétisme, whatever, eux, c'est la crème de la crème, mais il y a beaucoup parmi eux qui étaient à l'école avec eux de foot ou d'athlétisme qui n'ont pas réussi à être des athlètes reconnus et qui sont peut-être déçus parce que c'était leur rêve. Mais par exemple, en France, on leur impose de prendre des cours, d'aller comme ça, ils ont un plan B. Oui, pour s'épanouir. C'est hyper, hyper important. Et les gouvernements comme la France, le Canada, les États-Unis le savent. Par exemple, au Canada, tu ne peux pas être sportif de haut niveau si tu n'as pas fait des cours à côté de lycée ou quelque chose. Si tu n'as pas quelque chose à côté, tu ne seras pas sportif de haut niveau ici. Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc, avoir un objectif principal et des objectifs à côté. Et le dernier point, donc, c'est de... Ça va aussi avec le premier, je dirais, c'est terminé, mais c'est d'être fidèle à vous-même, en fait. Ne vous trahissez pas. Moi, je ne me suis jamais trahi, c'est-à-dire que, comme je vous parle là, si ma grand-mère regarde la vidéo, elle va dire, ah, mais c'est Audi. Et puis, si mes voisins ou mes amis d'école me voient, ils vont dire, ouais, c'est lui, hein, c'est son attitude, ouais, c'est lui. Tu vois, je reste moi-même. Franchement, c'est la meilleure manière d'être l'honnêteté, en fait. Honnête avec vous-même et avec les autres. Et d'ailleurs, dans mon domaine, si tu n'es pas honnête, franchement, ça va te plomber à vie. C'est un domaine où nous sommes constamment contrôlés, observés, etc. Donc, vaut mieux être honnête. Donc, que ce soit un trait de caractère, finalement, d'être honnête, fidèle à vous-même et puis transparent. Quand un truc n'est pas bon, ben, tu dis que c'est pas bon. Quand ça n'a pas marché, tu dis que ça n'a pas marché. Mais tu ne restes pas sur le négatif. Tu dis, OK, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, j'ai raté ça. Mais par contre, j'ai appris à comment faire mieux. La prochaine fois, tu me donnes cette responsabilité, je vais le faire. Tu vois, être dans cette attitude d'honnêteté tout en étant déterminé. Donc, finalement, les 3 points que je vous dis vont ensemble. Là. Détermination dans ton objectif. Deuxième, avoir des options. Et troisième, être transparent, être honnête, être fidèle à soi-même, à qui on est. Et quand tu as ça, les gens te voient, ils ont confiance en toi. Ils se disent, ouais, lui, je peux marcher sous son aile parce que il va m'emmener à un endroit forcément parce que lui-même, c'est clair pour lui, tu vois. C'est ça. Il faut être ce genre de personne-là. Voilà. D'accord. Est-ce que ça te parle, ça, Darren? Est-ce que ça te, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu valides? Est-ce que ça résonne chez toi? Ouais, ben moi, c'est ça. En tant que maman, hein, c'est ce que tu as donné comme conseils sont très bien, je trouve. Et c'est une valeur très forte chez moi aussi, l'authenticité. Parce que à faire semblant de vouloir plaire à certaines personnes, tu es avec tel groupe de personnes, tu vas te comporter de telle manière, avec tel groupe d'une autre manière, tu te perds. À un moment donné, tu seras percé à jour, tu vas te faire griller, comme on dit, Ben hein, oui. et ça ne sert à rien. Exact. Il n'y a pas de bénéfice. Exactement. D'accord. Exactement. Bon, ben, alors, du coup, on va te dire un grand merci, Rodi, de nous avoir accordé ton temps, parce que j'imagine que le temps pour toi, c'est précieux. Et vraiment, tu nous as fait honneur de nous donner ce temps-là qu'on a présentement et aussi le temps qu'on a eu un petit peu en backstage pour pouvoir discuter et apprendre aussi de ton parcours. Donc, un grand merci à toi. Avec On te plaisir. souhaite de continuer à être aussi prolifique dans tes publications, que ton laboratoire
vraiment, peut-être dans quelques années, il y aura des amis de Darren ou des amis Wavemaker qui vont Ben oui. pouvoir te rejoindre là-dedans. Et puis voilà, qu'est-ce que tu peux te rajouter, Darren? Moi aussi, merci. Je t'entends Ben pas. voilà. Il Je a t'ai dit pas entendu. merci et ben voilà. Merci, merci, merci. Ben, moi aussi, ben, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est une très bonne initiative, comme je dis. Donc, Hélène, ce que tu fais, c'est vraiment enrichissant pour les plus jeunes et même pour moi de pouvoir en parler, transmettre. Donc, j'apprécie vraiment. Et ce que je peux dire, c'est de juste vous encourager à continuer comme ça, à avoir un cœur, un intérêt du moins pour les autres, pour la communauté. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est œuvrer au bénéfice des autres. C'est la meilleure des missions que l'être humain peut avoir. Si tu veux. Il y a les gens que l'histoire retient, quand on va à l'école, qu'on apprend des noms, c'est souvent des gens qui ont fait un rôle sur que la communauté, que tout le monde a pu bénéficier. Les égoïstes, franchement, on les retient pas, l'humanité ne les retient pas. Donc voilà, donc je vous félicite, je vous encourage et surtout je vous remercie pour l'invitation. Et puis, si du monde veut entrer en contact, me poser des questions, ben, soit passer par Hélène directement ou Rodi Ram sur Instagram, Facebook. J'ai pas encore TikTok, mais peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, mais TikTok, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes sur TikTok les deux? Ouais, là, Darren est sur TikTok. Il a son OK. compte perso. Moi, j'ai fait un compte Wavemaker, mais ça s'arrête là. OK, bon, je vais peut-être faire, je sais pas, j'y pense là de plus en plus, je verrai. Mais en tout cas, c'est ça, moi, je suis quelqu'un accessible, simple, je vous parle, comme vous me voyez là, c'est pour ça que je suis là tout le temps là. Oui, Et puis, absolument, ça, je peux en témoigner. Rodi, il est très ouais. simple. Mm, Comme il a dit, il est transparent, il est vrai, mm, il est authentique et sincère. Et mm. voilà, comme a dit Rodi, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, les poser en commentaire. Je ne sais pas trop comment on va mettre ça avec Darren, il se moque de moi, mais c'est Mm. pas grave. Et on les retransmettra. Et Mhm. puis, et puis voilà. Donc, Darren se moque, il se moque. C'est pas possible. Bon, ben, OK. Ben, ça marche. Merci beaucoup. À très Et bientôt. à bientôt. À bientôt.